J'ai acheté mon premier NFT, je vous explique mon expérience. Bienvenue sur Au-delà du binaire. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un NFT? C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler des NFT. Il y a eu surtout un sursaut il y a 2 ans, 1 an et demi, où il y avait vraiment un buzz autour des NFT. Ce buzz, il s'est complètement effondré, hein, un peu au même titre que les crypto-monnaies, même si aujourd'hui ça redémarre. Et je pense que cette technologie, en fait, elle n'est pas prête de disparaître. Je vais vous expliquer pourquoi, même si, bien sûr, comme toute technologie, comme tout usage numérique, il y a un côté obscur. NFT en français veut dire jeton non fongible. Ça permet de suivre, de stocker, d'authentifier grâce à un protocole de chaîne de blocs. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Imaginez-vous un grand registre papier, par exemple, sur lequel on fait figurer toutes les transactions, les unes après les autres, auquel est rattaché un identifiant numérique, ce qui le rend unique et non fongible. Et ce jeton, en fait, il va accorder des droits de propriété ou d'autres possibilités sur un objet qui est soit réel ou virtuel, comme par exemple une œuvre d'art. Et la valeur de ce jeton non fongible, elle va être déterminée en fonction de l'offre et de la demande. Alors ça, c'est vraiment pas nouveau. Donc ça repose quand même sur la blockchain. Vous en avez entendu parler. Il y a plusieurs types de protocoles qui existent, comme Bitcoin, Ethereum, pour les plus connus. Donc là, c'est différent. C'est-à-dire que même si, bien sûr, les NFT vont reposer sur une blockchain qui existe comme Ethereum, c'est la plus célèbre, et puis il y a vraiment d'autres blockchains aujourd'hui, il y en a des milliers. Ce qu'il faut se dire, c'est que un bitcoin, par exemple, c'est fongible. Un bitcoin, aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, ça vaut 40 000 euros. Si mon voisin, il a un bitcoin, eh bien, il a la même valeur, d'accord? Ça vaudra aussi 40 000 euros. Maintenant, dans le cadre des NFT, parce que c'est non fongible, eh bien là, ça veut dire que moi, par exemple, si j'ai un NFT qui vaut, par exemple, 20 euros, eh bien, mon voisin, lui, s'il a un autre NFT, parce que moi, j'ai acheté un album de musique, si mon voisin, il a acheté, par exemple, le tableau d'un artiste qui est très célèbre en NFT, eh bien là, il est évident que entre mon NFT et le sien, la valeur ne va pas être la même. Voilà quel est ce critère de non-fongibilité notamment. Ce n'est pas encore très grand public les NFT. Évidemment, il y a eu de la médiatisation autour du précédent bull run en crypto-monnaie. Donc c'était vraiment là où la crypto-monnaie avait une valeur très très importante et les NFT suivaient parce qu'il y avait un mouvement d'emballement autour de ces NFT. Il faut dire les choses, les NFT c'est assez mal perçu quand même encore aujourd'hui, à juste titre, et parfois c'est aussi lié à une méconnaissance, c'est comme les cryptos. C'est perçu, par exemple, comme une façon de blanchir de l'argent, comme si d'ailleurs les devises, on va dire, étatiques ne permettaient pas de blanchir de l'argent. Ça, c'est quand même complètement une méconnaissance. Faut pas se leurrer par rapport à ça. On peut blanchir beaucoup d'argent avec de l'euro. D'ailleurs, je pense que l'euro est bien loin devant les crypto-monnaies en la matière, ou le dollar, ou d'autres devises encore. Ce qu'il faut dire, c'est là l'essentiel, c'est qu'un jour, il ne faut pas se leurrer, on aura de la crypto-monnaie partout, pas forcément du Bitcoin ou de l'Ethereum. On aura d'ailleurs, il y a plein de projets comme l'euro numérique. C'est en train d'être. Il y a des travaux à ce sujet. Les NFT, c'est encore autre chose. On peut imaginer vraiment d'autres usages, comme ce sont des contrats intelligents, c'est ce qu'on appelle ça, enfin des contrats un peu numériques, un peu nouveaux, c'est assez novateur. On peut imaginer des usages dans le notariat pour faire certifier des ventes sur le grand registre, comme je disais. Donc normalement, c'est censé être décentralisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas qu'un tiers de confiance qui va attester qu'il y a une vente, mais il va y avoir plusieurs tiers de confiance qui vont attester que ce qui est inscrit sur ce registre est exact pour éviter qu'une seule personne puisse modifier les écritures dans son coin. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Il y a aussi des projets en matière d'état civil, en matière de certification des diplômes universitaires également. Alors évidemment, tout ça, ça a aussi ses défauts. C'est une solution, mais qui aujourd'hui engendre d'autres problèmes, comme le respect de la vie privée. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc je souhaiterais quand même aborder avec vous les inconvénients et les avantages des NFT. Alors, tout d'abord, les inconvénients. Les inconvénients, ce qui revient en premier vraiment, c'est l'aspect environnemental.
Il est évident qu'aujourd'hui, comme ça repose sur des blockchains, hein, c'est-à-dire les architectures numériques sur lesquelles reposent les crypto-monnaies, il y en a qui sont plus énergivores que d'autres. Donc on ne va pas se leurrer, de toute façon, aujourd'hui, tout ce qui est numérique, eh bien, cela engendre des émissions de gaz à effet de serre et de la même façon aussi des consommations de ressources hein, pour fabriquer les processeurs, fabriquer le stockage, la mémoire, etc. Mais de toute façon, faut pas se leurrer. Dans tous les cas, tout est polluant. C'est horrible de dire ça. Maintenant, il y a des choses qui sont plus polluantes que d'autres. Quand on fait un paiement en carte bancaire, bah oui, c'est numérique, c'est polluant. Quand on regarde du streaming sur Netflix, c'est polluant. Mais pas que en fait, hein. C'est-à-dire que quand on achète un Blu-ray, c'est polluant aussi. On doit le presser, il y a la matière première plastique, derrière il y a tout l'acheminement par des cargos porte-conteneurs qui sont géants et qui consomment aussi beaucoup. Donc le loisir, c'est de toute façon consommateur de gaz à effet de serre. C'est clair et net, il y a pas de débat là-dessus. Maintenant, il est évident que la certification sur des blockchains est plus consommateur quand même en énergie qu'une simple transaction Visa ou Mastercard sur un terminal de paiement. Aujourd'hui, il y a quand même des progrès qui sont faits, c'est-à-dire que si je prends Bitcoin ou Ethereum, Bitcoin, c'est une preuve de travail, donc c'est vraiment très consommateur en énergie. C'est un ancien protocole, on va dire, très décentralisé, qui a ses avantages en termes de décentralisation, mais c'est un très mauvais compromis environnemental. Contrairement à l'Ethereum, qui avant était aussi en preuve de travail, mais qui a basculé depuis The Merge sur une preuve d'enjeu. Donc là, on a vraiment des validateurs de confiance. C'est moins émanateur de gaz à effet de serre, mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'informations sur vraiment le bilan carbone de la transaction d'un NFT par rapport à la transaction bancaire, par exemple, classique, traditionnelle. Ce qu'on peut dire, c'est par exemple Ethereum, qui était preuve de travail et qui est passé en preuve d'enjeu. On sait qu'on a grosso modo diminué les gaz à effet de serre de 80, entre 90 et 99%, par exemple. C'est quand même, ça reste considérable. En tout cas, ce que je peux vous dire, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, sur ma chaîne YouTube, où finalement j'expliquais qu'il n'y avait pas d'études sérieuses aujourd'hui pour voir le ratio entre la dématérialisation et le support physique en matière de gaz à effet de serre. Parce qu'il est évident que c'est extrêmement coûteux hein, sur le plan environnemental que de maintenir un support physique. Même si pour ma part j'y suis très attaché. C'est très polluant hein, aussi le numérique, mais le bilan coût-avantage entre les deux, il n'est pas simple à faire, et ce d'autant plus qu'aujourd'hui on a les deux mondes qui coexistent finalement. On va avoir le numérique et de l'autre côté le support physique, et ça rend la chose pas facile à quantifier. Donc, en tout cas, l'aspect environnemental, il existe, mais il est sans doute à nuancer au regard des gaz à effet de serre du support physique. Autre argument, et pas des moindres, c'est qu'il y a toujours plus de dématérialisation face au support physique. Alors certains considèrent que c'est pas plus mal, ils sont pour la dématérialisation, ils trouvent ça plus pratique, ils considèrent que tout est centralisé, par exemple sur leur ordinateur, qu'ils ont la flemme de sortir le disque du DVD ou du Blu-ray pour pouvoir regarder un film, et que tout ça leur convient très bien. Moi, je suis quand même très attaché au support physique utile, hein, parce qu'il y a des supports physiques qui ne sont plus utiles, du type un jeu vidéo sur PC aujourd'hui, vous l'achetez, en fait, vous ouvrez la boîte et à l'intérieur, vous avez un code qui vous permet de le télécharger sur une plateforme dématérialisée. Ça, moi, je vois pas l'intérêt. Je veux dire, soit on est full dématérialisé, soit on est full support physique. Mais on ne peut pas être entre les deux, parce que, comme je disais, on va cumuler les défauts des deux mondes. On va cumuler le défaut de la dématérialisation, et en même temps, on va polluer avec un support physique qui est inutile, puisque ce qui vous intéresse, c'est la clé d'achat qui va vous permettre de télécharger votre jeu. Ce que j'aime dans le support physique, c'est déjà l'objet, bien sûr, donc le bel objet que je peux regarder, c'est sympa, il y a une présence. Et de l'autre, c'est la dématérialisation de la culture. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que demain, si le film il crache au dépôt légal ou qu'il crache sur une plateforme de dématérialisation, j'ai toujours mon support physique
et je vais pouvoir regarder mon film. Vous voyez, ça c'est magique quand même. Et ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui je ne retrouve pas dans la dématérialisation. Certains diront également que la dématérialisation que va forcer un petit peu le NFT, encore plus qu'aujourd'hui, c'est la destruction de l'emploi. Bah, moi, le NFT, je ne vois pas ça comme ça. Je pense qu'évidemment, de toute façon, la dématérialisation a fait disparaître un certain nombre de commerces, hein, comme les locations de DVD, les World DVD. C'est évident, on ne peut pas nier. Maintenant, on voit quand même qu'il y a toujours des possibilités. De toute façon, ce qui va tuer vraiment le petit commerce, moi je parle de jeux vidéo parce que c'est un domaine que j'apprécie particulièrement, c'est les plateformes centralisées comme Epic Game Store, PlayStation, le PSN, ce genre de choses, où là effectivement, demain, si Sony décide de vendre ses exclusivités que en ligne, et ça n'a rien à voir avec le NFT, hein, puisque vous allez voir, le NFT offre d'autres opportunités, eh bien, vous n'avez plus de boutique de jeux vidéo sur le neuf. Ce qui va exister, c'est ce que vous pouvez voir, par exemple, Boulevard Voltaire à Paris, beaucoup de rétro gaming et des produits dérivés de jeux vidéo. Là, vous allez avoir un commerce qui se déplace déjà, mais en tout cas, sur le neuf, il n'y en aura quasiment plus. Malheureusement, je pense que c'est la tendance. Ça a été la tendance sur PC, ce sera la même chose sur les consoles. Mais avec le NFT, ça va être plus intéressant puisque ça va être la résurgence du marché de l'occasion. Et vous allez voir que ça, c'est quelque chose aujourd'hui que vous ne pouvez pas faire quand vous achetez un album sur iTunes ou que vous achetez, par exemple, un jeu sur une plateforme centralisée comme PSN de Sony. Il y a un autre argument, je l'entends à chaque fois sur les NFT, c'est la spéculation. La spéculation, ça existe, mais en fait, c'est pas le propre des NFT. Donc, c'est pas vraiment intrinsèque aux NFT. Les NFT, c'est évidemment révélateur de quelque chose, mais on va pas découvrir, on va pas découvrir les choses à notre époque quand même. C'est que oui, le marché de l'art, il est très spéculatif et très volatile. Comment on explique que au début des NFT, il y avait une mode avec les singes, beaucoup de gens achetaient des images de singes et qu'aujourd'hui, ça s'est totalement effondré. Bah, tout simplement, oui, il y a eu une spéculation à ce moment-là. Tout le monde s'est dit, oui, mais si on achète les singes du début des NFT, ça va avoir une valeur incroyable. Mais en fait, non. Alors maintenant, même au sein de ces collections de singes, pourquoi y a-t-il des singes qui coûtent plus cher que d'autres? Bah, ça, c'est ce que je vous disais, c'est le lien entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que pourquoi un Picasso coûte cher alors que le petit artiste du coin, il est nettement moins coté. Je veux dire, ça n'a pas attendu les NFT quand même. Donc c'est pour ça que cet argument-là, il est quand même à relativiser selon moi. Donc vraiment, la spéculation, bah, ça s'appelle le capitalisme, hein, et ça n'a pas attendu les NFT. Voilà, je suis désolé de vous décevoir. C'est juste qu'aujourd'hui, vous avez une décentralisation et un accès à la culture qui va être plus important, où chacun va se dire, bah moi, je vais peut-être essayer de me faire un peu d'argent sur les choses parce que c'est plus accessible que d'aller sur une vente aux enchères côté de Paris ou de Londres. C'est sûr, c'est pas le même ticket d'entrée. Disons qu'aujourd'hui, vous avez accès à des œuvres d'art par le numérique que vous n'auriez jamais pu rencontrer auparavant. Donc ça crée de la spéculation, mais pour les artistes, c'est aussi un nouveau marché qui s'ouvre à eux, qui est beaucoup plus populaire et décentralisé. C'est pas que négatif. Il faut savoir également que lorsque vous faites des transactions sur la blockchain, vous n'êtes pas totalement anonyme. C'est du pseudonymat. Ça veut dire que si quelqu'un connaît votre adresse publique, hein, l'adresse publique de votre portefeuille numérique sur la blockchain, et est capable de l'associer à votre nom, ça veut dire qu'en réalité, il est capable d'accéder en clair à toutes les transactions que vous allez faire. Donc, savoir ce que vous allez acheter en matière de NFT. Ça, c'est quelque chose quand même qui n'est pas vraiment facile à faire hein, dans le monde physique, hein, sur lequel moi, je vais demain acheter un jeu vidéo. Le surlendemain, je vais m'acheter un Blu-ray à la FNAC, par exemple, ou chez un petit commerçant. Et bien là, on ne va pas savoir ce que je lis, quoi. On ne va pas savoir ce que j'écoute, on ne va pas savoir ce que je regarde. Et là, c'est vrai que le NFT, bah, c'est un petit peu plus difficile de ce point de vue-là, mais je pense que j'en ferai un podcast dédié un jour. Je souhaite maintenant me consacrer aux avantages des NFT parce que il y en a quand même, faut pas se leurrer. Eh bien, c'est tout simplement l'opportunité offerte par les NFT.
c'est selon moi le renouveau du marché de l'occasion. C'est la possibilité aussi de rétribuer les artistes en cascade quand il y a des ventes. Alors ça paraît un petit peu bizarre comme ça, mais c'est un peu nouveau. C'est-à-dire qu'autrefois, hein, monde traditionnel, imaginez-vous, je suis un artiste, je sors un super album de rock, allez, je suis vraiment... C'est magnifique, quoi. Et ça se vend. Et bien là, si l'album il est sous forme de NFT et que j'édite donc des NFT qui correspondent en fait à des albums, ça fait que en cas de revente, je peux aussi programmer qu'un pourcentage me sera redistribué à chaque nouvelle vente dans le cadre du marché de l'occasion. Alors vous allez dire, ouais, mais c'est chiant parce que d'une certaine façon, il a été acheté une fois, l'artiste il va pas se payer 2, 3, 4, 5, 6 fois en fonction du passage de main en main. C'est vrai, c'est un peu chiant par contre, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons, bien en fait c'est super intéressant parce que lorsqu'on a des plateformes centralisées, par exemple j'achète iTunes, j'achète mon album sur iTunes, donc je ne suis pas en streaming. Je l'achète vraiment. Il est sur mon téléphone, je le télécharge. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que je ne peux pas le revendre. Je suis un peu coincé en fait. Je ne peux pas le revendre et là, l'avantage du NFT, c'est que vu qu'il y a aussi ce business model, ça fait qu'on va relancer le marché de l'occasion. On va relancer le marché de l'occasion parce que comme on peut revendre un NFT, eh bien, ça fait qu'on va avoir aussi beaucoup de groupes ou de petits artistes. Alors pour les petits artistes, ils vont pouvoir revendre et se faire un petit peu d'argent sur les reventes, chose qu'ils ne touchaient pas autrefois, surtout quand ils ont besoin d'argent. Pour les gros groupes, c'est vrai qu'ils vont se faire encore plus d'argent, mais d'une certaine façon, on va quand même pouvoir autoriser de nouveau de la revente dans l'hypothèse où le support physique disparaît. Je ne sais pas si le support physique va disparaître. Moi, je vois plus des trucs super collector, genre les vinyles et tout ça. Mais clairement, il perd du terrain par rapport à la dématérialisation. Mais là, avec un tel système, parce qu'il y a cette carotte de la rémunération en cascade, je pense que le dématérialisé va enfin se remettre sur le marché de l'occasion. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes captif des plateformes et ces grandes plateformes centralisées ne vous permettent pas de revendre. Et ça, c'est vraiment dommage parce que, évidemment, quelqu'un qui n'a pas trop d'argent pour se l'acheter au prix du neuf, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va aller sur Spotify, au mieux, il va payer son abonnement streaming. Et puis, s'il n'a vraiment pas d'argent, il va pirater l'album. Enfin, il va l'écouter, comme ça. Alors que là, si on lui dit, pour 5 euros, je te revends mon album, il va l'acheter, voyez. Et d'une certaine façon, c'est pas mal le marché de l'occasion aussi. Et c'est vrai qu'avec le numérique, le marché de l'occasion, il disparaissait. Là, il va revenir. Alors, la technologie NFT, comme je disais tout à l'heure, elle permet de certifier que vous détenez bien un objet en particulier et que vous en disposez. Donc, vous avez les droits dessus. Donc, l'avantage, ça ne vous autorisera pas à tout faire. Hein. C'est pas parce que j'achète un album de musique que j'ai le droit de le plagier, que j'ai le droit de chanter les textes ou de diffuser cette chanson n'importe comment. C'est pas du tout ça. C'est juste que j'en suis propriétaire. Je suis propriétaire d'un exemplaire, d'un album de musique. Et si j'ai décidé de le vendre, je le cède. Par contre, après, il disparaît. C'est-à-dire que je ne peux plus l'écouter, je n'ai plus la signature numérique qui va permettre d'accéder au téléchargement de l'album, par exemple, ou au téléchargement d'une image, d'une œuvre d'art. Alors, comment ai-je fait pour acheter ce fameux NFT, qui est un album de musique? Bien, je vais vous expliquer ça. Je suis d'abord allé sur OpenSea. OpenSea, c'est la plus grande plateforme de vente de NFT aujourd'hui, même s'il y a de plus en plus de concurrents, tellement plus de concurrents que suite en plus à l'effondrement du marché des NFT, ils ont dû licencier récemment la moitié de leurs effectifs. Donc ça va très très mal. Mais on est dans une phase économique de toute façon où il y a de la rationalisation dans toutes ces technologies-là jusqu'à ce qu'un jour émerge un géant qui va tout écraser, j'imagine, comme d'habitude. Enfin, bref, c'est l'histoire de la bulle Internet et de la bulle numérique. Ça ne veut pas dire que tout explose. Hein. Le numérique existe et est toujours là, et je peux vous dire qu'il y en aura de plus en plus. Mais sur les principaux acteurs, les géants d'aujourd'hui ne sont pas forcément les géants de demain. En tout cas, OpenSea, c'est quand même un peu un inconvénient parce qu'on passe sur une plateforme
qui est centralisé, qui va centraliser l'objet que j'ai acheté. Tout simplement parce que l'album de musique, il a été créé, mis en ligne sur OpenSea. D'accord? Donc, mon album, il est là-bas. Maintenant, comment ça se passe? Enfin, l'image de mon album est là-bas. Maintenant, je me suis présenté sur OpenSea et on m'a invité à créer en fait un portefeuille numérique de crypto-monnaie sur lequel je pouvais accueillir mon NFT. Donc j'ai cliqué sur acheter NFT, c'était simple. J'ai sorti ma carte bancaire et voilà, le NFT, il est passé sur mon wallet. Alors comment ça se passe? C'est un peu plus compliqué que ça en réalité. C'est-à-dire que sur la blockchain, OpenSea, par l'intermédiaire de l'éditeur de l'album, a mis un certain nombre d'albums sur la blockchain. Donc en fait, c'est simple, c'est-à-dire ils ont créé des tokens. Ils ont créé des tokens d'albums. Et l'album, ensuite, il renvoie à OpenSea. Et moi, de mon côté, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, ce que j'ai, c'est la clé privée. La clé privée, c'est comme quand on a de la crypto-monnaie. Une clé privée, c'est ce qui va démontrer que moi, je suis le propriétaire d'un de ces albums. Cette clé privée, elle est très importante parce que si vous la perdez ou que vous la donnez à quelqu'un d'autre, eh bien, c'est cette personne-là qui disposera de votre album à votre place. Donc, une fois que dans le registre de la blockchain, il est écrit que moi, par l'intermédiaire de mon identifiant numérique, je suis propriétaire de cet album, il est à moi. Maintenant, si je me reconnecte avec ma clé privée, je peux décider de le céder à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un jeu comme ça, cryptographique, qui fait que je suis donc le propriétaire de ce NFT. Pour schématiser ce que je viens de dire, en réalité, sur votre portefeuille numérique, vous n'avez pas l'album. Et si vous achetez, par exemple, une œuvre d'art, un tableau numérique, il n'est pas sur votre portefeuille numérique. Vous avez seulement la clé privée qui démontre que vous êtes bien propriétaire de cet objet. C'est totalement différent. Par contre, c'est ce que je vous dis, c'est comme je suis capable de démontrer que je suis le propriétaire de cet album, eh bien, j'utilise la clé privée qui est sur mon portefeuille numérique, je me connecte sur la plateforme et là, je peux télécharger l'album. Alors évidemment, la clé privée, c'est quand même une fragilité dans le système parce que c'est de la cryptographie. C'est un problème parce que d'une certaine façon, si vous la perdez, vous perdez l'accès à votre objet numérique. Donc vous avez des façons de sécuriser les choses, vous pouvez vous faire pirater également, vous avez des façons de protéger ça, c'est-à-dire qu'il existe des clés qui ne sont pas connectées à Internet, sur laquelle vous stockez vos clés privées. Donc vous la connectez à votre ordinateur de façon exceptionnelle pour pouvoir faire une transaction ou pour pouvoir démontrer que vous êtes bien titulaire de cet objet et vous retirez ensuite la clé, ce qu'on appelle un hardware wallet. Et cet hardware wallet, c'est bien plus sécurisé que de garder la clé privée sur son ordinateur en permanence parce que là, vous vous exposez bien sûr à des hacks. Si demain je veux vendre cet album, ce que je peux faire, c'est me signaler auprès d'OpenSea. Donc, je connecte ma clé parce que moi, j'ai décidé de stocker la clé privée sur un hardware wallet, donc en fait un portefeuille détaché physique, qui bien sûr est en fait une clé avec des puces de chiffrement et des protocoles cryptographiques à l'intérieur. Je me connecte à OpenSea, je m'identifie, je démontre parce que je détiens ces clés privées que je suis bien le détenteur de cet album et je peux décider de le vendre au prix que je souhaite. Et là, je fixe mon prix, je valide et le jour où quelqu'un décide de l'acheter au prix que j'ai proposé, eh bien, la transaction va se faire automatiquement. Donc bien sûr, si vous voulez pas que ça se fasse, n'oubliez pas de désactiver en disant finalement j'ai changé d'avis 5 jours après, je voulais pas le vendre. Mettez à jour les droits parce que sinon il va être vendu automatiquement si quelqu'un accepte votre prix. Et la rebelote, c'est-à-dire que la personne à qui vous avez vendu cet album va pouvoir faire la même chose avec, tandis que vous ne pourrez plus démontrer que vous en avez la propriété puisqu'il a été cédé sur
la blockchain, ce grand registre dont je vous parlais, les transactions vont pouvoir dire, le registre va pouvoir dire, ça a été acheté, ça a été vendu, donc ça ne peut plus être consulté. Donc vous n'avez plus accès à votre contenu puisque vous n'en êtes plus du tout propriétaire. Donc au final, le NFT, pour conclure, c'est quand même assez intéressant, même si bien évidemment le problème c'est plutôt le prix et la spéculation qui peut être liée à ça quand il y en a, parce que je peux vous dire qu'il y a des NFT qui valent que dalle et de toute façon ils vaudront jamais grand chose parce que ça n'a pas beaucoup de valeur intrinsèque. Mais en tout cas, le système il est quand même assez séduisant, je trouve, même si on est sur quelque chose d'embryonnaire, il faut voir comment ça va évoluer, mais moi je trouve ça assez séduisant quand même de pouvoir revendre un petit peu les objets qu'on achète, surtout à une époque où finalement les grandes plateformes nous empêchent de revendre les achats dématérialisés. Ce NFT en fait il est assez unique au final parce qu'on se le cède entre personnes. C'est pas comme un copier-coller d'un album. Évidemment, si je décide de pirater un album, qu'est-ce qui va se passer? Je fais copier-coller des fichiers et puis je les donne, ils se dupliquent, ils se dupliquent, ils se dupliquent à l'infini. Là, c'est pas l'objet, hein. L'objet, c'est vraiment de dire, je suis dans la légalité, j'ai acheté quelque chose et j'ai décidé de le céder à quelqu'un, légalement, puisque j'avais les droits pour le vendre. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose où j'entends souvent les NFT, ça sert à rien, c'est bullshit, il suffit de faire le copier-coller d'une œuvre d'art et je l'ai. Mais non, en fait, le NFT va démontrer que vous êtes propriétaire de cette œuvre et qu'ensuite vous avez des droits dessus, hein. Et parfois, l'auteur aussi a encore des droits dessus. Alors, c'est le cas juridiquement, puisqu'il a toujours des droits quand même sur les chansons, sur les œuvres d'art. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez le vendre réellement. Voilà. Vous avez cette liberté-là. Cette liberté que le numérique vous avez enlevé à un moment donné. Et bien, grâce à la blockchain, on va pouvoir vous le redonner, cette liberté. Alors, c'est pas du tout un podcast pro NFT. C'était juste pour vous montrer un petit peu les avantages et inconvénients de ce système-là. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner aussi bien sur la chaîne YouTube que sur le podcast. Et je vous dis à très bientôt sur les internets.